Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Maintenant, laissons toute la place à notre invité. Alors, notre invité pour cet épisode est Alexandre Gravel, cofondateur du groupe Toast. C'est une figure incontournable en marketing narratif. Il a travaillé notamment pour des marques comme Air Transat, L'Oréal, Lassonde, Pomerleau. En fait, il excelle dans l'art d'aider les entreprises à définir leur ADN narratif. Donc, vous aurez compris que moi, ça m'interpelle énormément. Alors, Alexandre, j'avais hâte qu'on se parle. Première des choses, bienvenue d'avoir accepté l'invitation au balado. Et merci beaucoup, Benoît, pour l'invitation. Donc, Alexandre, j'aimerais ça d'ailleurs que tu nous racontes ton histoire, parce qu'on va parler un peu de narratif, d'histoire, de storytelling. C'est quoi ton histoire, Alexandre? Quand j'étais adolescent, quand j'avais à peu près 15-16 ans, mon père a vraiment eu peur que je devienne DJ. Puis il avait raison. En fait, j'avais commencé, j'étais au secondaire, puis j'avais commencé à faire des mixtapes, faire des compilations de cassettes que je vendais à mes amis. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me tenir avec des gars un petit peu plus vieux que moi qui avaient une disco mobile. Puis mon père a bien vu parce que j'aurais pu finir justement comme DJ. Finalement, ça m'intéressait vraiment. Puis j'aurais peut-être fini ma vie dans un bar à fumer des clopes puis à me coucher à 5 heures du matin. Mais lui, ce que ça lui a donné le goût de faire, c'est qu'il s'est dit, ben mon gars, il aime ça porter des écouteurs. Je vais lui présenter un preneur de son sur un plateau de tournage. Puis, à travers ça, j'ai commencé à vraiment me rapprocher d'équipes de tournage, puis de travailler justement avec des équipes qui produisaient des films, des documentaires, puis de la télé. Fait que je me suis retrouvé à être un peu par la bande, vraiment en contact avec tout ce qui est storytelling puis divertissement. Je pense que ça m'a influencé parce que, au final, quand j'ai gradué, j'ai fini par étudier en génie informatique. Quand j'ai gradué, la business que j'ai partie avec mon associé, mon cofondateur, Yann, au fil du temps puis au cours des 25 dernières années, c'est devenu une business où on fait du storytelling. On a 2 divisions. On en a une qui s'appelle Espresso Toast, qui fait du storytelling pour les marques, les annonceurs. Tu en as nommé quelques-uns tantôt en introduction. Et de l'autre côté, on travaille avec les diffuseurs ici au Québec, les TVA, Radio-Canada, TV5 et compagnie, pour produire des émissions de télé. Fait que je baigne un peu là-dedans depuis toujours. Juste pour replacer les gens, parce qu'on utilise le mot storytelling, comment est-ce qu'on pourrait vulgariser le storytelling? À la base, là, le storytelling, là, c'est aussi simple que de dire raconter une histoire. Raconter une histoire, là, si je te dis ça, Benoît, toi, dans ta tête, là, tu t'imagines quelque chose. Une histoire, c'est quoi? Il y a un personnage, il se passe quelque chose, il y a un début, il y a une fin. Quand on parle de storytelling, c'est beaucoup ça. C'est de raconter une histoire. Mais dans le cas du storytelling, puis tu parlais justement d'image de marque tantôt, quand on combine les deux, storytelling de marque, c'est de dire on va raconter une histoire pour le bénéfice d'une entreprise ou pour le bénéfice de quelqu'un qui a quelque chose ou un message à passer. Fait que le storytelling, c'est vraiment ça, c'est raconter une histoire. Puis au cours de la discussion, on pourra le disséquer encore un peu plus. Oui, puis justement, allons-y un peu plus, parce que dans le fond, le storytelling, tu sais, dans l'approche en soi, est-ce que c'est obligatoirement pour vendre quelque chose ou on peut juste positionner une image, tu sais, dans le fond, dans son usage pour une entreprise, est-ce que ça nous amène obligatoirement à vendre quelque chose? Oui, mais non. Non, mais oui. Dans la mesure où, en réalité, le storytelling sert à influencer. Ce qu'on va vouloir avec ça, le storytelling, c'est influencer. Donc, dans cette influence-là, au final, on risque de peut-être vendre quelque chose. Mais des fois, c'est de vendre un produit, un service, ça c'est facile. Mais des fois, c'est de vendre une posture, une culture. On va utiliser beaucoup le storytelling en entreprise aussi pour fédérer des employés, pour créer cette culture-là, cette adhésion, cet engagement-là par rapport à l'entreprise. Donc, oui, au final, c'est pour vendre quelque chose, mais le storytelling n'est pas là pour te dire « achète ». Le storytelling est là pour te dire « voici pourquoi un jour tu pourrais peut-être vouloir acheter ce qu'on fait ». Donc, on utilise en filigrane une histoire pour positionner des éléments, dans le fond, un peu plus stratégiques ou des éléments qu'on veut faire ressortir puis être capable d'aller chercher peut-être le volet affectif. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que je peux le traduire de cette façon-là? Oui, puis c'est le fun que tu mentionnes affectif parce que
sais, quand je te disais tantôt, tu as une image en tête quand je te dis une histoire. Il y en a qui vont penser à un film, il y en a qui vont penser au dernier livre qu'ils ont lu, il y en a qui vont penser à une pièce de théâtre qu'ils ont vue ou juste quelqu'un qui leur a raconté quelque chose au souper hier soir. Mais dans ça, il y a toujours de l'émotion. Le storytelling implique une forme d'émotion. Ça ne veut pas dire que je vais faire pleurer quelqu'un ou rire quelqu'un, mais il y a un ressenti à travers le storytelling qui fait en sorte que ça a un impact chez l'autre personne. Ça va venir influencer la personne à travers ce qui aura été dit. Donc oui, le côté affectif est super intéressant, super important et presque toujours présent. Une histoire qui n'a pas de tension à l'intérieur d'elle-même n'aura pas l'impact qu'on veut. Donc, dans la recette, si on veut du storytelling, il y a cette idée de se dire quel est le message que je veux passer et comment je peux structurer ce message-là sous forme d'une histoire. Parlons maintenant du côté des leaders, parce que ça fait partie du sujet de ta conférence pendant l'événement. Dans le fond, comment est-ce qu'un leader peut bâtir un discours en storytelling qui sera mobilisant auprès des employés ou du moins à ceux à qui il va livrer son message? En fait, le leader n'a pas vraiment besoin de structurer son discours en storytelling parce qu'il le fait déjà. Ah ouais? Il s'en rend pas compte, mais il se répète. Mais il y en a des fois qui sont pas bons, là. Il y en a qui sont pas bons. Ça demande un peu de structure. Ouais. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est tellement naturel, une histoire, qu'on est habitué de raconter des histoires. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas toujours très bons. Ça peut arriver qu'il y en a qui sont un peu moins bons, puis ça va peut-être leur prendre un peu de structure à ce moment-là. Mais c'est naturel de raconter des histoires. Puis ce à quoi je fais référence dans ma conférence, c'est la notion de la cassette. Des fois, on se dit, bon, il repart avec sa cassette. Bon, il nous raconte la même affaire qu'il a racontée 1000 fois. Bien, ça, c'est du storytelling, dans le sens que la personne se répète parce que c'est un message qui est important, c'est une histoire qui est importante et qui fait en sorte qu'elle mérite d'être répétée, elle se doit d'être répétée. Donc, derrière ça, un leader, un gestionnaire, un entrepreneur, une entrepreneure se doit de développer ces histoires. Ils vont se faire un peu naturellement, mais ne doit pas être gêné de les répéter. Puis ça, c'est une chose qui est bien importante, c'est qu'un leader se doit de répéter ses histoires. Donc, si, mettons, je suis un entrepreneur, dans le fond, j'en raconte. Je m'aperçois, il écoute le balado, puis il dit, moi, je raconte des histoires, mais j'aimerais ça peut-être juste que ça soit peut-être plus percutant. Comment est-ce que je peux utiliser la recette, dans le fond, du storytelling et quels seraient les bons ingrédients à mettre dans cette recette pour dire, ben mon histoire est bien ficelée, elle passe le bon message, elle passe l'image que je veux projeter soit de mon entreprise? Bien, je dirais il y a deux, je les appelle souvent les blocs Lego, là, mais il y a deux blocs Lego qui sont hyper importants dans toute bonne histoire. Le premier, c'est d'avoir un personnage. Faut vraiment personnifier l'histoire au nom de quelqu'un. C'est pas nécessairement personnifié au nom de moi, le leader. Ça peut être quelqu'un dans mon équipe, ça peut être quelqu'un qui a été en contact avec mon entreprise au fil du temps, mais d'avoir un personnage, ça, c'est une chose qui est importante. Et le deuxième élément qui fait qu'une histoire va vraiment avoir l'impact qu'on veut, c'est un problème. C'est de la tension, c'est quelque chose qui va pas bien et qu'on veut qu'il soit réglé. Si on regarde tous les films, tous les livres, toutes les bonnes histoires qu'on a vues dans notre vie, là, il y a un personnage qui a un problème au début. Un gars ou une fille qui n'a pas de conjoint ou conjointe, puis on veut juste qu'il se trouve quelqu'un, puis on espère que d'ici la fin, il va se trouver quelqu'un. Ça, c'est un problème. Une nation qui se fait attaquer par des extraterrestres, on espère qu'ils puissent vaincre les extraterrestres à la fin. Il y a un problème. C'est la même chose dans les histoires qu'on rencontre en entreprise. Il n'y aura juste pas d'extraterrestres, normalement. Mais c'est encore drôle. Non, ça se peut, mais il n'est pas supposé, en tout cas. Du moins, en tout cas, il n'est pas supposé dans... Mais la zone 51, ça existe. Ça existe, mais c'est... on pourrait... Ça, je fais des blagues. Ça, c'est un autre podcast. OK, c'est bon. Mais derrière ça nous prend quelqu'un qui a un problème. Et c'est là que ça devient vraiment fort parce que tu as un personnage qui a un problème
Et derrière ça, il y a une solution. Et souvent, l'entreprise est au cœur de la solution. Soit le produit ou le service de l'entreprise vient apporter cette solution-là, soit que la culture d'entreprise ou la façon que l'entreprise opère fait en sorte qu'il va y avoir une résolution à la fin. C'est autour de ça qu'on veut travailler. Je te donne un exemple. On peut se retrouver des fois dans une situation où à l'interne, il y a des processus qui sont pas bien optimisés. Puis il y a bien de la perte de temps. Bien, un leader qui arrive à une rencontre avec la haute direction puis qui dit « tous les employés perdent leur temps, il faudrait vraiment régler les processus. Je pense que la méthode d'entrée de données n'est pas très efficace puis il faudrait faire mieux. » C'est bien. Mais ce que tu viens de nommer, dans ce cas-ci, c'est des faits. Tous les employés, problème de processus, entrée de données, ça devrait être fait de façon informatique, par exemple. C'est bien, le message est passé, mais ça n'a pas la même tension que si je te dis « Laissez-moi vous raconter la journée de Nicole hier. » Nicole est arrivée là, à 9 h, puis elle a rentré des données jusqu'à 12h20. Elle n'a pas eu le temps de répondre à ses courriels, elle n'a pas eu le temps de faire la job qu'il faut qu'elle fasse, elle rentrait des données à la main. Nicole, elle avait ce problème-là. Moi, j'ai une solution que je veux qu'on apporte. Je veux qu'on numérise l'entrée de données pour permettre à Nicole de pouvoir faire son travail comme il se doit. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de transformer une liste de faits en une histoire. Et immanquablement, dans le cerveau des gens autour de la table, les gens vont se souvenir de l'histoire de Nicole beaucoup plus que la liste de faits puis le fichier Excel que je vais avoir mis à l'écran dans la première version. C'est vraiment marquant. Tu en as parlé, tu as commencé avec ta liste de faits. Puis là, je me dis, dans mon écoute, c'était comme, où c'est qu'il s'en va, tu sais. Puis là, avec ton exemple, Nicole, là, je suis capable de te répéter Nicole, mais la première liste d'épicerie que tu as dite de faits, je serais pas même si j'ai une écoute active, j'en en manquerais peut-être quelques-uns. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de cristalliser un exemple avec une histoire. Mais tu sais, des fois, est-ce qu'on doit considérer aussi que c'est possible de généraliser? Parce que des fois, là, on va prendre une histoire puis on va la généraliser à tout le monde. Puis des fois, il y a des cas d'exception. Puis il y a des... comment est-ce qu'on peut s'assurer, dans le fond, que le message soit inclusif? Parce que, dans le fond, le biais, là, c'est vraiment le fait de... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'arrives, tu te donnes un exemple, là, tu dis, ben oui, dans ce cas-là, mais dans tel autre cas ou dans telle autre histoire, ben tu sais, moi, j'ai pas la même... Oui. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Bien, c'est sûr que là, si j'utilise mon exemple, je vais avoir utilisé une personne. Puis, ce qui est bien important, là, puis dans toute histoire, c'est l'authenticité puis la vérité. Il faut que ça soit l'histoire, il faut qu'elle existe, Nicole, par exemple. C'est super important. Ensuite de ça, c'est que ça ouvre la conversation. En fait, c'est pas une finalité nécessairement, mais ça va ouvrir la conversation puis je vais avoir eu l'attention des gens autour de la table. Tu vois, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Le fait, on a eu l'attention de tout le monde autour de la table. On a eu l'attention de la salle au complet. Et voilà. Et derrière ça, il y a ce côté-là. Quand je disais tantôt, ça influence, ça ne vend pas nécessairement, c'est ce côté-là. Là, soudainement, les gens vont peut-être raconter cette histoire-là dans l'organisation. Puis les gens qui étaient à ce meeting-là vont dire, tu sais, quand tu nous as raconté ça l'autre jour, puis là, ils vont se souvenir un petit peu plus. Parce que l'autre chose qui arrive, c'est que de structurer sous forme d'histoire, en mettant un personnage puis un problème, c'est beaucoup plus mémorable. Notre cerveau est fait pour mieux enregistrer ce genre d'informations-là plutôt qu'une liste de faits. Après ça, c'est sûr que l'histoire est assez spécifique, puis ça concerne peut-être pas tout le monde, mais si j'ai bien choisi, parce qu'il faut se préparer quand on fait ça, si j'ai bien choisi mon personnage, et j'ai bien choisi le problème et la façon dont je vais le présenter, ça va pouvoir rayonner ou spreader juste un petit peu plus pour toucher juste assez de gens pour qu'ils se sentent concernés, même si c'est pas parfait et exactement eux. Oui, puis aussi d'ouvrir, parce que tu t'en as parlé en disant c'est pas une finalité. Donc, tu arrives avec l'histoire, tu engages la discussion. Si tu imposes une décision avec ton histoire, c'est une chose, mais si tu arrives et tu dis, ben voici l'histoire de Nicole, et là, que d'autres personnes disent, ouais, mais nous autres, on vit telle situation, tout ça, on est capable d'enrichir, d'ouvrir le dialogue. Là, à ce moment-là, on est capable
d'arriver avec, dans le fond, une solution beaucoup plus mobilisante que juste de stigmatiser dans une décision concrète. Là, Exactement. Non, c'est intéressant comme approche, mais le défi pour l'entrepreneur qui raconte, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il doit, dans le fond, parce que là, tu parlais d'une histoire, en fait, d'une histoire vraie, donc basée sur une vraie situation. Ouais. S'il romance un peu, il se met-tu dans l'eau chaude en faisant ça? Ou J'ai tendance à dire que oui. Je pense que j'ai tendance à dire qu'il faut que l'histoire soit véritable. C'est sûr qu'au fil du temps, puis au fil du temps où la cassette va jouer, chez le gestionnaire, l'entrepreneur, le leader, l'histoire va se former. L'histoire de mon père qui avait peur que je devienne DJ, c'est pas la première fois que je la raconte. Mais j'ai enlevé des morceaux, j'ai rajouté, je vais ajouter ce petit élément-là, puis je me suis habitué à la raconter. C'est la même chose avec les histoires qu'on raconte. C'est pas tant de la romancer, c'est de la structurer pour qu'elle soit efficace. Je me suis déjà enfargé, là, puis là, mon histoire était ben trop longue, puis les gens décrochaient. Parce que l'histoire était plate, la tension n'était plus là. Tu sais, je dis pas que mon histoire est parfaite, elle est toujours en train de se modeler, mais l'authenticité doit rester là. Elle n'a pas besoin d'être romancée parce que quand on utilise le storytelling dans un contexte d'affaires, c'est pour raconter les vraies choses. Par contre, c'est pas impossible que je te dise, imagine une personne fictive, puis de partir sur une histoire, c'est bien aussi, parce que je vais créer un personnage, puis un problème, mais je vais l'avoir dit. OK. Donc, on positionne, dans le fond, tout le temps un peu l'histoire. Oui. Si quelqu'un utilise ça, là, je suis chef d'entreprise, puis je l'utilise beaucoup, le storytelling, est-ce que je pourrais créer l'effet de devenir un peu un gourou avec mes grandes histoires? Puis est-ce que ça peut devenir un élément, si c'est surutilisé, est-ce que ça peut devenir un élément négatif pour la personne qui l'utilise? Je dirais qu'il y a une chose qui est bien importante. Utiliser le storytelling, je ne le vois pas comme ayant un potentiel négatif, à l'exception du fait que le storytelling génère un certain sentiment de confiance. Ce qui veut dire que si je raconte beaucoup d'histoires puis j'utilise beaucoup le storytelling, je mets les gens en confiance au fil du temps. Je suis capable, après ça, de raconter n'importe quoi et les gens vont le croire. Okay. Parce que je me suis toujours positionné comme étant authentique. Donc, le danger derrière ça, c'est d'utiliser le storytelling à mauvais escient, puis de raconter la fausse histoire d'un client ou la fausse histoire d'un employé qui s'était blessé au bureau puis que maintenant, il faut faire attention. Un, ça va finir par se savoir, mais deux, c'est que c'est un outil qui peut être assez puissant. Une fois qu'on commence vraiment à l'utiliser et que les gens commencent vraiment à croire nos histoires. Oui, puis il faut. Je pense qu'il y a peut-être une limite par rapport à la manipulation aussi. Exact. Parce que, quand tu es gestionnaire ou propriétaire de ton entreprise, oui, si tu veux inspirer les gens, tu veux qu'il y ait des changements de comportement, tu veux que ton message passe. Mais quand je dis devenir un gourou, c'est que justement, il faut savoir aussi le doser puis l'utiliser efficacement dans l'entreprise. Absolument. Puis derrière ça, il y a un cas classique des dernières années, c'est le cas de Theranos. Il y a une série, je pense qu'elle est sur Netflix, qui est sortie il y a pas longtemps, à l'automne 2025 ou à l'été, je pense. Mais l'enjeu avec Theranos, c'est une entreprise fondée par une entrepreneure fantastique, charismatique, très intelligente. Et on est dans l'univers de la Silicon Valley, on est dans le domaine des startups, et dans son cas, elle est en train de développer un produit qui va pouvoir révolutionner les tests médicaux. Et donc, dans ce cas-ci, elle peut carrément sauver des vies. Okay. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt autour d'elle pour pouvoir investir dans l'entreprise. Et elle a vraiment beaucoup utilisé le storytelling dans son cas pour vendre son entreprise, pour vendre ce qu'ils étaient en train de faire, mais justement avec une capacité de storytelleuse tellement forte qu'elle a fait croire à tout le monde des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent perdu. Elle est maintenant en prison parce que c'était pas vrai que l'entreprise pouvait faire ce qu'elle promettait. Et c'est un exemple de l'utilisation justement de la capacité du storytelling des fois être utilisé à mauvais escient. Quand les gens nous croient,
le storytelling fait quelque chose à notre cerveau qui fait en sorte qu'on a le goût de collaborer. C'est l'ocytocine qui fait ça. C'est carrément une molécule qui suscite le désir des gens à collaborer avec soi. Donc, il y a de la recherche scientifique alentour de ça. Il y a de la recherche scientifique autour de ça. Je pourrais vraiment... Je n'entrerai pas dans tous les détails nécessairement, mais si pour ceux que ça intéresse, là, faites un peu de recherche là-dessus. Il y a des beaux articles sur ça. Mais justement, le storytelling peut être utilisé à mauvais escient. Puis dans le cas de Theranos, c'en est un exemple. OK. Ah ben écoute, je vais vérifier ça, ce cas-là. Ça m'intéresse parce que veux pas l'approche. Moi, j'y crois dans l'approche du storytelling. Je crois, oui, qu'il y a des effets positifs, mais il faut aussi flaguer la prudence aussi dans son usage parce que pour éviter notamment ces effets-là, parce que souvent, on va enseigner, entre autres, le pitch, l'art de faire un pitch. Oui. Puis là, des fois, on va leur dire, essayez de nous raconter une histoire, mais il faut que l'histoire soit efficace à l'intérieur de 90 secondes, des fois à l'intérieur de 3 minutes pour être capable de présenter ce qu'on fait. Est-ce que le défi est plus compliqué quand c'est court ou quand c'est long, quand on veut bâtir un storytelling? Je dirais le défi, c'était Blaise Pascal qui avait écrit une lettre à quelqu'un en disant « Je m'excuse d'avoir écrit une si longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire une courte. » Et l'idée derrière ça, c'est que de faire court, c'est plus difficile. Parce qu'on veut rassembler, on veut que ça soit très dense. Faire long, c'est facile. On connaît ça, là, les gens, là, tu leur poses une petite question au lunch, là, puis une demi-heure après, ils sont encore en train de raconter leur histoire. Donc, l'idée, c'est faut juste trouver la bonne durée pour ce qu'on a à raconter, mais au final, ce qu'on veut, c'est influencer les gens. Notre message devrait passer assez rapidement. Ça ne devrait pas avoir besoin d'être très, très long. Pour le très, très long, on ira sur les séries à la télé et les films au cinéma avec du popcorn. Je pense qu'en entreprise, il faut garder ça relativement court. Je le mentionnais tantôt, c'est la notion d'influence. On veut influencer les gens et on veut créer une conversation basée sur ce qu'on vient de dire. Donc, plus c'est court, le mieux c'est. Si je te demandais de donner un conseil gratuit à nos auditeurs sur comment, dans le fond, devenir un bon leader qui utilise le storytelling, quel serait ce conseil? Vraiment, mon conseil revient à 2 des blocs légaux que je mentionnais tantôt. Personnifier le problème. L'histoire sert à raconter un problème qui sera éventuellement résolu. Mettez quelqu'un dans le siège du personnage principal. Donnez-lui un nom. Trouvez son nom, idéalement. Et surtout, assurez-vous qu'il y a un problème. Ne soyez pas juste « nous sommes les héros et nous résolvons tous les problèmes ». Non. Telle personne avait tel problème, nous avons permis de résoudre cette chose-là. C'est dans la structure, on a tendance à nous se mettre comme entrepreneur, comme entreprise, comme leader, en tant que héros. On n'est jamais le héros de nos histoires, idéalement. On est vraiment le personnage qui vient résoudre une problématique. Est-ce que, parce que j'ai une sous-question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant, c'est que est-ce que le leader peut, tu dis de ne pas nécessairement personnifier, mais est-ce qu'il peut présenter son état, comment est-ce qu'il se sent pour personnaliser la situation, pour dire, je vais vous raconter, quand on parlait tantôt de Nicole, il aurait pu dire, moi, dans telle situation-là, voici ma journée que j'ai passée demain, pas demain, mais hier, concernant telle situation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait ou c'est trop de l'intimité Non, c'est tout à fait possible. Le truc que je donnais il y a un instant, c'est plus d'essayer le plus possible de le faire, mais des fois, c'est nous qui avons le problème. C'est nous, on a un problème et on cherche la résolution. On a quelque chose à raconter autour de ça. Si on parle de la fondation de l'entreprise, le mythe fondateur de notre propre entreprise, c'est nous le héros parce que c'est nous qui l'avons fondé. Si on est capable de parler du problème de quelqu'un puis qu'on est venu le régler grâce à notre entreprise, tant mieux. Mais oui, parfois, on est quand même le personnage principal. Ce que je veux surtout mettre comme bémol par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit toujours le héros. Parce que ça, quand il y a juste des héros, là, c'est pas le fun. Ça nous prend un méchant, ça nous prend quelqu'un qui a un problème. C'est là que ça devient plus fort. Fait qu'au final, on fait, comme leader, comme entrepreneur, on fait du cinéma. On va en mettre plein la vue aux gens autour de nous. Puis c'est un peu ça. Il faut s'assurer aussi de ne pas décevoir. Il faut être vigilant. Oui, absolument. Écoute, Alexandre, je te poserai une question
en fait, que je pose à tout le monde pour savoir, dans le fond, selon nos sujets d'entrevue, tout ça, je prends l'axe différemment. Alors, je te pose comme question, pourquoi est-il important de s'occuper de son image de marque? Et là, dans ce cas-ci, peut-être à l'intérieur d'un storytelling, pourquoi c'est important? Tout dans l'image de marque est une question de perception. On a beau dire que ça, c'est notre logo, on a beau dire ça, c'est notre attitude, on a beau dire que ça, c'est notre mission, notre vision puis nos valeurs. C'est la façon dont ça va être reçu et perçu par les gens de l'autre bord qui vont définir la marque dans les yeux de nos clients, nos consommateurs, nos employés, nos parties prenantes. Le storytelling, ce qui est intéressant, puis pourquoi c'est important, c'est parce que ça vient contribuer à nous permettre, par peut-être un autre moyen que par des couleurs, un logo ou d'autres choses, de véhiculer ce message-là. Parce qu'on veut que cette perception-là, on veut l'orienter, on veut l'influencer. Donc, plus on est capable d'arriver avec des moyens différents, mieux c'est. Le storytelling, au final, c'est un outil dans notre boîte à outils par rapport à la marque. C'est pas une finalité en soi. Tout n'est pas storytelling. Des fois, on a besoin d'une liste de faits. Mais dans d'autres cas, c'est le fun d'amener ça un petit peu différemment. Si on est capable de mettre un petit peu d'émotion là-dedans, bien là, on va aller connecter puis peut-être avoir un impact un petit peu plus grand sur les gens à qui on s'adresse. C'est bon. Alexandre, si quelqu'un veut s'informer puis se faire aider, je présume qu'il peut t'appeler pour se faire coacher là-dedans. Est-ce que c'est des services que vous offrez? Absolument. Ce qu'on fait, vraiment ce qu'on fait chez Toast, là, surtout du point de vue d'Espresso Toast, là, on travaille avec des marques, des annonceurs, des leaders. On fait du coaching. On accompagne les équipes de marketing à pouvoir développer leur storytelling puis leur posture. On le fait vraiment d'un point de vue 360 pour les aider à articuler ces choses-là. Quand tu parles 360, donc, c'est-à-dire pour vendre et aussi pour influencer à l'intérieur de l'entreprise? Absolument. Exactement. Okay. C'est les mêmes mécaniques, dans le fond. On est tous humains. C'est bon. Ben écoute, j'aime ça. Alors, j'invite les gens à vous contacter s'ils ont besoin d'aide parce que je pense que c'est un sujet que ça mérite dans le fond, d'être accompagné pour pas tomber dans le côté obscur, d'une part, puis aussi d'être efficace à l'intérieur de ça. Puis je publie beaucoup sur LinkedIn aussi. Je publie sur notre blog. J'ai une infolette régulière, justement parce que j'aime ça partager ces choses-là. Ça fait partie de ma nature. C'est bon, Alexandre. Merci. Ah, écoute, avant de terminer, j'ai préparé un petit jeu. OK. J'aimerais ça évaluer ta capacité à, comment je peux dire ça, à trouver des sons. Alors, je te présente notre petit jeu. Le son crée une image. Il est temps de jouer. À quoi ça te fait penser? Donc, je vais te faire entendre quelques images sonores et je vais voir si tu es capable de faire le lien avec la compagnie à laquelle c'est associé. Ça marche? Ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas de prix. Malheureusement, le voyage dans le sud a été tiré tout à l'heure. Ah, c'est bon. Alors, allons-y avec notre premier. Ah, voyons. C'est le jingle de... Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais je le trouve pas. Non, il me vient pas. Si on parle d'un clown, ça te fait penser à quoi? Ah, c'est McDonald's. Et voilà, McDonald's. Voilà. Prochain. Netflix, évidemment. Eh oui. Parlant de storytelling, il fallait pas que je le manque, celle-là. Effectivement. Prochain. Bon, ça, c'est-tu... C'est-tu... C'est Century... Oui. Century Fox. Century Fox, exactement. Ouais. C'est bon. Écoute, en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai l'image, je le vois. Je le vois, là, l'espèce pas statue, mais l'espèce de monument. Voilà. Effectivement. Puis, tu sais, c'est un peu ça quand tu arrives, tu ouvres, tu as l'image sonore attachée avec l'image. C'est un petit jeu juste pour qu'on prenne aussi en considération. On est dans un balado. Le volet audio, je pense que dans l'image de marque est également un élément qui est, 100%. qui est important. Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Tu vois, on y va avec les applaudissements. Alors, à la prochaine. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur si-saguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ici, on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien.